Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Elle sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. On va rester dans le domaine des jeux vidéo pour cet épisode. Mais plutôt que parler de fiction comme précédemment, là je vais aller dans la recommandation. Historiquement, le média podcast a été riche, et toujours riche d'ailleurs, en contenu sur le gaming. Je pourrais citer Silence on joue, ZQSD, Gamerside. Et ça en restant réellement dans le côté recommandation. Parce qu'en partant dans des domaines un peu plus élargis du jeu vidéo, il y a encore matière. D'ailleurs, matière à d'autres épisodes de recommandations podcastiques. Mais là, je voulais revenir un peu dans le versant podcast, mais provenant de la radio. La faute aux jeux vidéo est une émission de Olivier Bénis. Alors, je dirais, au vu de la taille de l'émission, une chronique qu'il fait pour France Inter. Très tôt le matin d'ailleurs. C'est une activité qui ne doit pas être très simple de parler des jeux vidéo sur France Inter. Alors, si on en croit plusieurs témoignages comme par exemple Frédéric Sigris, ça a l'air d'être loin d'être une preuve de santé. Mais sincèrement, en moins de 5 minutes, sa chronique donne vraiment envie de jouer au jeu qu'il présente. Olivier Bénis est assez exhaustif au niveau de la taille du jeu. Ça va du AAA comme récemment Pragmata ou Baldur's Gate 3, au très indé comme Threshold ou Consume Me. Et ça c'est vraiment cool, car petit comme grand, chaque jeu a la même place. Même s'il faut avouer qu'il y a une majorité de titres plutôt indés. Mais à un moment, je me souviens plus pourquoi, mais c'était Marion Barjaki qui l'avait remplacé. Toujours d'ailleurs avec autant de talent. Chose qui est assez inédite, en cas à ma connaissance, c'est que certaines voix de France Inter réinterprètent les trailers de jeux vidéo. Chose qui, malheureusement, je trouve est un peu moins le cas actuellement. Tel que l'ambiance ni de France Inter ne permet plus cela. Lorsqu'il parle, on sent qu'il a joué aux jeux vidéo. On sent qu'il les aime. On sent qu'il a sélectionné vraiment les titres qu'il souhaite. Et cela sans même tenir compte des plannings de sortie. Cela arrive même qu'il parle d'un jeu déjà sorti il y a longtemps. L'émission est courte, mais précise, et ça remplit parfaitement son rôle. Faire découvrir l'étendue de ce que peut offrir le média jeu vidéo. Que vous aimiez ou non les jeux vidéo et le podcast, vous écoutez La Faute de jeux vidéo. Si vous détestez, vous oubliez. Si vous aimez, vous abonnez. À dans 2 semaines dans Galaxy Pop ou à dans 1 semaine pour la rediff augmentée sur le flux de recommandations podcastiques. France Inter, le 5-7. Avant le journal de 6h, il y a la chronique culturelle du 5-7. Bonjour Olivier Bénis. Bonjour Mathilde. Et si on faisait un régime grâce aux jeux vidéo ? Oui, l'été est fini, il fait un peu plus froid, on a envie de se jeter sur des plats réconfortants et de lever le pied sur le running quand il fait 5 degrés dehors. Et si le jeu vidéo nous permettait de nous motiver à garder notre summer body si durement acquis ? Bienvenue dans Consume Me, un jeu qui vous met dans la peau de Jenny, une lycéenne légèrement complexée. Et pour résumer le concept, je ne trouve pas mieux que le résumé de la créatrice de ce jeu qui se revendique semi-autobiographique, Jenny Giaosia. Vous vous souvenez quand vos parents, vos amis et la société en général conspiraient dans votre dos pour que vous vous sentiez feignant, stupide et mal aimé, en dépit de l'âme génialissime qui sommeille en vous ? Non ? Alors permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire par le biais d'un médium intemporel,
un jeu de rôle, tranche de vie. Dans Consume Me, vous incarnez donc Jenny. Les vacances d'été viennent de commencer. Pour elle, c'est la liberté. Elle peut enfin avoir l'esprit libre, se servir un petit déjeuner gargantuesque. Enfin, jusqu'à ce que sa mère s'en mêle. Mais tu te rends compte de tout ce que tu engouffres ? Mais c'est beaucoup trop pour une seule personne. Ton visage est devenu si rond et bouffi. Mais t'as vu la fille de Xilaya récemment ? Je l'ai croisée au supermarché, elle a perdu tellement de poids. Elle est magnifique. N'importe quoi, pense Jenny, qui monte quand même sur une balance juste pour vérifier. Et là... catastrophe. Tout est parti en fumée. Carac brûle. Ce morceau, c'est Agnus Dei, composé par l'américain Samuel Barber en 1936 sous le titre Adagio pour cordes, avant d'être remanié et renommé en 1967. Le jeu, c'est Homeworld, un jeu de stratégie en temps réel, un STR dans le jargon. Le contexte, c'est le suivant. Sur la planète Carac, la découverte d'un vaisseau spatial enfoui, porteur d'une ancienne technologie permettant de voyager d'une étoile à une autre, a permis la construction d'une flotte capable de chercher un monde meilleur pour tout un peuple. Un premier voyage test est organisé avec le joueur aux commandes. Arrivé à destination, quelque chose cloche. Le vaisseau mère fait face à une attaque de la part d'un ennemi inconnu, car Carac a brisé sans le savoir une trêve millénaire avec un vaste empire, une erreur aux conséquences funestes. Lorsque la flotte spatiale retourne à son monde d'origine, il est trop tard, il n'en reste rien, plus un seul signe de vie à la surface de la planète, un génocide que le joueur découvre stupéfait sur cette musique. Carac brûle, et pour les survivants, l'errance commence. Et on s'en doute, c'est une séquence qui a profondément marqué les joueurs. Oui, elle est très représentative de la révolution technique et narrative qu'était Homeworld. Le jeu proposait pour la première fois de diriger une flotte en 3 dimensions, alors forcément puisque les batailles ne se déroulaient plus sur la terre ferme mais dans l'espace. On pouvait déplacer la caméra librement pour admirer les affrontements entre vaisseaux en temps réel, et pour l'époque c'était beau à pleurer. Et puis il y avait cette ambiance et ce rythme très particulier, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les STR ça ressemblait plutôt à ça. Alors que dans Homeworld, tout était contemplatif, profondément mélancolique, même au niveau sonore. Comme le suggère le petit clin d'œil musical au morceau de Samuel Barber, Homeworld 3 veut donc capitaliser sur l'héritage de ses prédécesseurs, et il le fait plutôt bien, même si beaucoup de fans ont été déçus ou en attendaient peut-être trop après 2 décennies de patience. Il faut dire que Homeworld 3 tente un grand écart périlleux en essayant d'être aussi accessible aux nouveaux joueurs. Il y parvient au prix de sacrifices d'éléments jugés trop complexes, même s'il faudra tout de même un petit effort de concentration aux néophytes pour assimiler les bases. La récompense, c'est une expérience de jeu bien particulière, la sensation d'être moins dans un space opéra que dans un space requiem. Ajoutez à ça un design général toujours aussi fascinant, des graphismes que je trouve personnellement à tomber par terre, émaillés de moments de grâce, et vous avez une excellente porte d'entrée dans le genre, pas si répandu, du STR spatial. Bonjour Olivier Bénis. Bonjour Mathilde. Cette semaine, vous nous proposez d'aider une pauvre petite fille sans défense. Oui, avec un jeu qui a de quoi vous coller des sueurs froides, Out of Sight, un jeu qui commence par un bruit de porte qui se verrouille sur vous. Good night, Sophie. La petite Sophie est désespérée, aveugle, sans défense, retenue dans une chambre aux allures de cellule. Elle ne peut que pleurer sur son ours en peluche, Teddy. Teddy, I'm scared. Teddy, j'ai peur. I've been here for so Je suis là long. depuis si longtemps. I don't want to be Je veux here. partir d'ici. Wait, Attends, what's happening? qu'est-ce qui se passe? Teddy, Teddy, can you see me? tu peux me voir? You can see. Tu peux voir? You can be our Tu eyes, seras nos yeux and I'll et moi get je vais nous faire sortir. Car dans Out of Sight, ce n'est pas à travers les yeux de Sophie que vous allez vivre l'histoire, mais bien ceux de Teddy, son ours en peluche. Contrairement à la petite fille, lui peut encore voir et lui montrer ce qu'il voit par on ne sait quelle magie. Et c'est tout le génie du jeu. Dans les bras de la petite fille, vous allez être ses yeux et lui permettre de progresser. Lorsqu'elle aura besoin d'utiliser ses mains, elle pourra vous poser sur une petite couverture d'où vous pourrez la voir agir de loin. Concrètement, vous alternez donc entre une vue à la première personne, portée par Sophie, ou une vue à la deuxième personne, posée dans un coin. Un système original et rafraîchissant qui va vous demander de penser différemment pour résoudre les énigmes sur votre chemin. Et qui contribue aussi à créer une ambiance très particulière. Déjà parce que le design général est très réussi, on pense beaucoup aux œuvres de Tim Burton ou au film animé Coraline, mais aussi aux jeux vidéo Little Nightmares. Ensuite parce qu'il est soutenu par un excellent casting entre la petite Sophie, son inquiétante fausse maman,
J'ai bien peur de devoir mettre fin à ton petit jeu de cache-cache, Sophie. Le fait de voir à travers les yeux de Teddy change totalement la saveur d'une scène. Imaginez par exemple ce qui se passerait si le redoutable Clayton arrivait à mettre la main sur l'ours en peluche avant de pourchasser Sophie avec. C'est qui ça? Ton ami en peluche? Eh bien, il va t'attraper. Au-delà de son idée de départ très maligne, tout fonctionne donc miraculeusement bien. J'ai personnellement parcouru tout le jeu d'une traite en un peu plus de 3 heures, un peu court certes, mais c'est sans doute la bonne durée pour que le concept ne s'essouffle pas, contrairement à cette pauvre Sophie qui n'en finit pas de courir. Allez Mathilde, vous n'allez quand même pas la laisser toute seule dans le noir. C'est pas pour moi, ça me fait trop peur ce genre de choses. Out of Sight, un jeu disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox et Switch. Et si vous êtes complètement maso, ça existe aussi en version réalité virtuelle. Ah bah non, encore moins. Non. Si je vous dis Suikoden, ça vous dit peut-être rien, non, ça me mais parle moi pas. je vais immédiatement avoir toute l'attention des fans de JRPG, les jeux de rôle japonais. Pendant longtemps, c'était une série phare du développeur Konami. Elle est plus ou moins dans le coma depuis 2009 et le dernier épisode en date. Souvent cité comme une référence, Suikoden a finalement eu peu d'héritiers. Konami a donc décidé de tâter un peu le terrain 16 ans après pour satisfaire la nostalgie des vieux fans, mais aussi voir si la série peut encore plaire à un nouveau public, avec une version remise au goût du jour des 2 premiers jeux, sortis respectivement en 1995 et 1998 sur la toute première PlayStation. C'est d'ailleurs une tendance assez forte ces dernières années. Le catalogue de JRPG des années 90-2000 fait régulièrement l'objet de nouvelles versions et moi je ne m'en plaindrai pas. Voici donc cette fois Suikoden 1 et 2 HD Remaster Gate-Rune and Dunan Unification Wars, un titre un tout petit peu pompeux, À peine. mais les 2 jeux le méritent vraiment. Les 2 Suikoden enchaînent parfaitement exploration, moments de calme, combats en équipe et batailles épiques. L'autre point qui les a tout de suite fait sortir du lot, c'est leur concept même. Dans la plupart des JRPG, vous dirigez une équipe d'aventuriers composée d'une dizaine de membres, plus ou moins. Dans un Suikoden, il y en a... Dites un chiffre, toi ça 32. Allez, 108. Ah oui. Logique, puisque la série s'inspire d'un roman chinois du XIVe siècle intitulé Au bord de l'eau, Suikoden en japonais, qui raconte l'histoire de 108 personnages venus d'horizons très différents et s'unissant face aux exactions d'un pouvoir corrompu. Chaque épisode vous propose de réunir 108 héros de légende, tous ayant une histoire, une personnalité, un parcours, un charisme et surtout des raisons bien à eux d'accepter ou non de vous rejoindre. Bref, une sorte de jeu Pokémon, mais on collectionnerait les humains. Tout cela faisait de Suikoden 1 et 2 quasiment des opéras à 108 voix, incroyablement prenants, des jeux qui avaient du cœur. Et est-ce que ça a bien vieilli au-delà de la nostalgie? C'est un petit peu la question. Face à vous, 7 antagonistes, 4 pour l'instant dans la version en accès anticipé. Chacun a son style musical, son univers visuel et sonore et des armées de sbires à affronter. Dead as Disco se présente comme un beat'em all classique, donc un jeu inspiré de Double Dragon ou Streets of Rage, mais où chaque coup est porté en rythme avec la musique, grâce à des indicateurs visuels. Idée toute simple sur le papier, mais qui donne quelque chose d'absolument jouissif une fois transposé en jeu vidéo. Imaginez enchaîner les coups de poing, les contre-attaques et les esquives en bougeant la tête sur une version survitaminée de The Final Countdown. Affronter des hordes d'ennemis dans un décor qui s'effondre sur fond de métal. Ou bien frapper à contretemps en pleine battle de rap au milieu d'une autoroute. Tout reste dans la tête, c'est horrible. Bonus non négligeable, le jeu permet aussi d'ajouter ses propres morceaux, même si ça nécessite de bidouiller un peu pour accorder le rythme des combats à celui de la musique que vous aurez choisi. Bref, les possibilités sont vastes. Ah oui, visiblement, le jeu a beaucoup à offrir. Et d'autant que ce n'est pas juste un concept, les développeurs lui ont offert une vraie patte graphique avec du fluo qui éclabousse de partout. L'histoire est très prenante pour ce qui pourrait n'être qu'un simple jeu de rythme, et les personnages ont de fortes personnalités. Mention spéciale pour la diva de la K-pop mégalomane. Quelle entrée fracassante! Rory, je savais que tu me verrais arriver. Ah, mon surnom. Une tentative de faire appel à des souvenirs chers. Je sais ce que tu veux, Charlie. Tu penses vraiment pouvoir vaincre une déesse? Une déesse? Rory, tu es une musicienne? Pas une déesse, hein?
Regarde-moi dévorer le jour. Ou encore le Colosse Punk qui se sert de sa grosse guitare comme d'une hache, et ce, sur la BO de Flashdance. Mais c'est ce bon vieux Charlie Disco! Un peu en retard pour un top, hein, mon pote? J'ai toujours cru que tu préférerais être mort qu'être un vendu. Pense que tu veux, j'ai troqué ta chanson contre un vrai pouvoir! Et bref, même en accès anticipé, Dead as Disco est déjà une expérience géniale qui mérite toute votre attention, et on a vraiment hâte de le voir encore s'améliorer dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, on peut y jouer uniquement sur PC. Pour l'instant, uniquement sur PC. Dead as Disco. Merci Olivier Bénis, avec nous tous les mardis dans le 5-7. Galaxy Pop, parce qu'il y a trop de poils.